Isaac Paul, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de cette plateforme numérique accessible sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram qui s'appelle Speak Up. Alors c'est quoi Speak Up? Le but c'est surtout de donner accès à des témoignages et à des expériences qui sont pas médiatisées, qui s'inscrivent dans le quotidien afin de mettre la lumière sur une réalité qui est assez violente et de contextualiser l'actualité. Donc, pour être clair, c'est traduire un petit peu ce qui se passe entre les jeunes des quartiers populaires et la police. Et ça s'inscrit dans une démarche qui va précéder la marche du 19. Oui, mais pas que en fait. C'est aussi un projet photographique. Moi, je collabore avec un photographe et un graphiste. Et donc, le but aussi, c'est de donner un corps à cette voie-là et d'avoir une image assez esthétique afin de changer aussi le regard porté sur ces quartiers et sur les gens qui les habitent. Alors les premiers témoignages pour l'instant il y en a une trentaine à peu près hein. Oui c'est ça, on a un peu moins d'une vingtaine de témoins qui ont tous apporté au moins une histoire et des fois deux ou trois. C'est vrai que c'est difficile pour eux de choisir une histoire en particulier. Les témoins sont de tout profil, on a parlé de quartier populaire mais il y a aussi des gens qui ont des expériences violentes qui n'en viennent pas. Il y a aussi des gens qui sont témoins, parce qu'on a mis beaucoup l'accent sur les témoins, parce que c'est une des limites les plus difficiles à franchir quand on veut s'attaquer ou se défendre, en tout cas par rapport à ça, c'est de mobiliser des témoins. Là, les policiers peuvent mobiliser des collègues. Dans le cas de violences policières, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des contacts avec les gens qui étaient témoins de la scène, surtout quand on se fait arrêter après. Il y a aussi beaucoup de témoins qui sont disqualifiés s'ils ont un casier judiciaire. Donc c'est vrai que voilà, c'est un appel à témoins et à victimes de violences policières, parce que c'est vraiment le lien entre ces deux personnes-là qui permet de se défendre face à ces actions. Isaac, qu'est-ce qui pousse les gens qui veulent témoigner à le faire justement? Alors, dans la plupart des cas, c'est moi. Mais ensuite, voilà, les motivations qui les aident à sortir du silence, c'est déjà le recul. Beaucoup de témoins ont vécu ces choses-là il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est vrai que ça inscrit notre présent aussi dans la suite de choses. Ça aide à comprendre que le climat actuel, il est installé depuis longtemps. Et c'est vrai qu'avec le recul, ils ont pu comprendre que ce qu'ils ont vécu n'était pas normal. Donc ils sont entrés dans cette réalité-là à la fin de l'enfance et ne l'ont pas remise en question. Mais l'entrée dans l'âge adulte, les fois l'insertion, le fait de devenir parent, fait qu'ils se rendent compte de la gravité des faits. Il y a aussi des gens qui vivent avec une certaine culpabilité, en particulier pour les témoins. On se sent souvent impuissant quand on est face à ce genre de choses-là. On n'a pas forcément moyen de prendre contact avec les victimes. Le fait de témoigner, c'est aussi, pour certains, une possibilité de porter l'aide aux victimes qu'ils ont rencontrées, à travers leur témoignage, de faire partager cette expérience-là pour voilà, même pas vraiment laver leur conscience, mais plutôt sortir d'une certaine passivité, d'une impression d'impuissance. Et donc voilà, il y a aussi pour certains témoins qui n'ont pas réussi à engager des poursuites ou dont les poursuites n'ont pas connu de suite. C'est une façon je dirais pas de prendre une revanche, mais plutôt de rétablir une certaine justice en sortant du silence et en dénonçant des expériences qui sont traumatisantes avec lesquelles eux ont dû vivre leur vie d'adulte. Et alors, est-ce qu'il y a un ou deux témoignages qui vous ont particulièrement marqué? Oui, bien sûr. Il y a eu le témoignage déjà d'une infirmière qui a vu une personne mourir dans son service des suites de violences policières, mais dont l'administration a protégé la police en allant contre certains constats médicaux pour dire à la famille que c'était juste un arrêt cardiaque. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est quelqu'un qui était très touché par cette histoire, qui n'avait pas pu trouver de moyens pour dénoncer ces faits, qui n'avait pas pu contacter la famille et qui vivait avec cette douleur depuis des années. Ça m'a aidé à comprendre que la violence, elle pouvait être symbolique, elle pouvait aussi être au second degré, et qu'être dans la famille de victimes ou proche de victimes ou avoir été témoin de certaines violences, c'est aussi une violence. Et de vivre avec ces souvenirs-là, c'est aussi très difficile. Donc voilà, il y a aussi un autre témoignage, et c'était le premier que j'ai récolté, qui ressemblait beaucoup aux histoires que j'entendais quand j'étais adolescent,
où la victime, enfin en tout cas c'est la personne qui témoigne, riait très souvent pendant l'interview, et surtout au moment où il parlait de violences assez crues. Et donc c'était vraiment un très bel exemple de la banalisation de ces violences-là et de comment on l'intériorise et on la banalise aussi pour pouvoir nous vivre avec ces souvenirs. L'affaire de Théo qui a été violé lors d'un contrôle a été très médiatisée, mais vous montrez aussi que c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps et qui n'est pas forcément aussi grave, mais qui n'est jamais médiatisé. Voilà, en fait, ce qui était important pour nous, enfin pour moi en tout cas personnellement, c'était de montrer que voilà, moi cette réalité-là, j'ai grandi avec Vitry-sur-Seine, et on est beaucoup à avoir grandi avec. Et pour nous, ces crimes s'inscrivent dans une réalité de violence quotidienne. C'est vrai qu'on a tous été choqués, mais peut-être pas autant que d'autres, parce qu'on est habitué à ce rapport-là avec la police. Donc le but, c'était aussi de contextualiser cette actualité et de montrer que de l'insulte, de la menace, du contrôle abusif, de la palpation, jusqu'au meurtre, il y a plein d'étapes. Et que c'est dans cette réalité que s'inscrive cette actualité-là, et pas dans un contexte de débordement occasionnel et très exceptionnel. Voilà. Et alors, dans les phrases que vous mettez en exergue de chacun des témoignages, il y en a une qui m'a frappée, justement, c'est « Il nous frappe un peu en parlant des policiers, mais c'est normal ». Voilà, et c'est ça qui était intéressant pour moi. Quand on raconte ces histoires entre nous, on a tendance à en rire, à les banaliser, à les minimiser, à presque prendre des fois des postures assez héroïques dans nos provocations, parce que la provocation, c'est la seule défense, en l'occurrence, qui vient naturellement dans ces cas-là. Et c'est vrai que le mettre par écrit, isoler certaines phrases du contexte, ça permet de prendre du recul par rapport aux faits et de nous, en tout cas les premiers concernés, se rendre compte de la gravité des faits. Parce que se rendre compte de la gravité des faits, c'est aussi la dénoncer avant d'arriver à la mort et au viol. C'est très important. Alors concrètement, vos témoignages et aussi cette marche du 19, quel objectif ça a ? En tout cas, les témoignages, l'objectif, c'est vraiment, ils sont multiples. D'une part, c'est essayer de faire baisser le seuil de tolérance face à la violence, qu'on puisse commencer à réagir, à se mobiliser avant que l'un des nôtres meure, avant qu'une personne soit violée. D'autre part, essayer de créer une communication entre des gens qui n'ont pas forcément de communauté d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui n'ont jamais été confrontés à la violence policière. Le lire noir sur blanc, lire les récits d'une violence comme celle que certains vivent, ça permet de créer une certaine solidarité. Et ça, c'est aussi assez important. Donc c'est vraiment d'une part de contextualiser l'actualité, de sortir d'un certain silence, de faire sortir des récits d'un cadre privé, d'amener sur la scène publique pour créer un débat, de montrer une solidarité avec les victimes des crimes les plus graves. Et en ça, la marche s'inscrit tout à fait dans cette démarche, dans le sens où la marche, c'est aussi une expression, c'est occuper l'espace public, c'est faire porter sa voix contre quelque chose qu'on vit comme une injustice. Et en l'occurrence, cette marche, elle va aboutir place de la République. La République, par essence, c'est la République pour tous. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce phénomène ne concerne que les quartiers populaires et que les jeunes hommes noirs et arabes des quartiers populaires. Quand on est une femme, on a vraiment beaucoup moins de chances de se faire contrôler, quand on est blanc aussi, et de subir ce genre de choses. Donc comment faire pour qu'on se rende compte que ça concerne tout le monde ? Alors après, c'est vrai que ça concerne tout le monde, mais pas de la même façon. Et c'est vachement important, je pense, de mettre l'accent sur les spécificités. Un migrant n'a pas le même rapport à la police que quelqu'un des banlieues. Un sans-papier n'a pas le même rapport que quelqu'un des banlieues. Un militant n'a pas le même rapport avec la police que quelqu'un des banlieues. Ils subissent tous de la violence, mais elle s'exprime différemment et dans des cadres différents. Mais il reste quand même cette communauté d'expérience autour d'un rapport violent avec l'État et d'une répression ou d'un certain racisme dans certains quartiers. Donc c'est vrai que se réunir autour de cette question, ça permet de créer des ponts et de remettre en question l'État dans l'exercice, en tout cas de la force qu'il fait actuellement, surtout depuis l'état d'urgence. Il y a eu vraiment une recrudescence des violences policières depuis qu'on est dans l'état d'urgence, et le cadre légal protège beaucoup la police par rapport à ça. Et c'est vrai que les perquisitions, par exemple, sont, en tout cas dans nos témoignages,
perçu comme une violence, parce que les proches des gens qui vivent la perquisition le vivent comme une invasion, le vivent comme une violence, et elles ne sont pas toujours faites dans un cadre respectueux. Les contrôles aux faciès aujourd'hui ont beaucoup lieu sur des personnes qui ont des signes distinctifs d'appartenance à l'islam. Voilà, c'est aussi une violence qui a connu une certaine augmentation après l'état d'urgence. Donc voilà, l'islamophobie, la négrophobie, parce que beaucoup de nos témoins aussi sont noirs et font face à des insultes raciales très fortes de la part des policiers. Ce sont différentes modalités de violence, mais c'est une violence qui est vécue et par les syndicalistes et par les sans-papiers. Et c'est vrai que si on ne peut pas nier l'aspect raciste, on peut l'inscrire comme une des conditions qui entraîne ces violences. Ce serait dommage qu'on continue en France à montrer la solidarité envers les victimes que parce qu'elles nous ressemblent. Et Speak Up, c'est aussi ça, c'est de montrer des gens qui ne se ressemblent pas entre eux, qui vivent des violences qui ne sont pas exactement les mêmes, qui sont de différents degrés, différentes natures, mais créer une solidarité à travers justement ce récit, ce partage d'expérience, pour que tous ensemble on fasse face. Et donc voilà, je pense que le 19 mars en l'occurrence, c'est une marche qui est centrée autour des familles de victimes, c'est les familles de victimes qui en sont à l'origine, et le fait que différents groupes qui ne représentent pas forcément les quartiers ou les minorités issues d'immigration se solidarisent, c'est important. C'est important parce que symboliquement, ça montre qu'on peut quand même, malgré le climat ambiant de racisme, malgré la montée de l'extrême droite, on peut encore en France se solidariser de gens à travers les différences raciales. Et au-delà du 19 mars, vous allez bien sûr continuer Speak Up, sous quelle forme ? Oui, bien sûr, on a des projets en tout cas pour continuer. Je suis associé avec 2 personnes qui sont, on va dire, artistes. Donc évidemment, on a pour ambition éventuellement de faire une exposition des photos, du corpus de photos. On collabore aussi, on prévoit une collaboration avec un collectif d'artistes qui s'appelle Africada, qui sont plus spécialisés dans le cinéma et dans les arts plastiques. Donc on aimerait vraiment que cette démarche touche d'autres lieux et d'autres populations, que cette voix, cette parole soit portée en dehors de nos quartiers pour atteindre des populations qui ne connaissent pas cette réalité à travers le prisme de l'art éventuellement, en mettant à disposition ce corpus pour créer du contenu. Et alors justement cette marche, on ne l'a pas encore dit, c'est la marche pour la justice et pour la dignité. Est-ce que la beauté, l'art augmente la dignité ? Je pense que la dignité, de fait, on l'a en tant qu'être humain, c'est quelque chose avec lequel on est. Et si l'art ne permet pas forcément de donner une dignité, elle permet en l'occurrence de la montrer. La plupart des modèles, des témoins de Speak Up sont des gens qui sont dignes et fiers et qui dans leur prise de position ont une grande dignité. Et donc voilà, moi je pense que ils montrent en témoignant, même si c'est difficile de témoigner certaines choses, que leur dignité elle n'a pas été arrachée par ces interactions. Merci beaucoup Isaac.